Je suis très honorée d'être devant vous. Je remercie Marie-Thérèse Ourcastani, avec qui j'ai fait des études à Bordeaux autrefois, dans les temps anciens, d'avoir pensé à moi pour traiter de ce thème. Et effectivement, je retrouve des visages connus, puisque Monsieur Gré-Garat exerce à quelques centaines de mètres des pépinières. Comme ça. Je n'ai pas trop l'habitude. Comme ça. Voilà, devant. D'accord. Il ne plus bouger. Il ne faut plus que je bouge, en fait. Ouais, Voilà. en fait, faut pas trop bouger. Ouais. Très bien. Alors, effectivement, nous avons un témoignage à apporter en ce qui concerne les espaces verts en milieu urbain, ou plutôt, on pourrait dire plus précisément des espaces verts atteints par l'urbanisme et par la ville, ce qui est assez différent. Nous nous situons donc dans un quartier qui s'appelle quartier Saint-Étienne, à l'extrême nord de Bayonne, et nous sommes à 200 mètres à vol d'oiseau du département des Landes. On va essayer autre chose. Voilà. Donc nous avons été longtemps landais d'ailleurs, jusqu'en 1860. Ce quartier de Bayonne, qui est sur la rive droite de l'Adour, parlait patois. On dirait maintenant occitan, gascon, de façon plus scientifique. Et donc tout dans la toponymie, dans la physionomie de l'habitat, parle des Landes, en effet. Donc ici, nous sommes en pays de connaissance. Voilà. Après, nous parlerons d'autres spécificités de notre quartier. Alors, être pépiniériste en ville, ça avait fait l'objet d'un grand article du journal Sud-Ouest, puisque nous avions sympathisé avec Serge Héroldi, qui était à l'époque directeur du journal Sud-Ouest à Bayonne, et qui s'occupe actuellement de communication, enfin de choses qui n'ont peut-être plus lieu à cause du confinement, mais à la mairie de Dax. Voilà, donc Serge avait été sensible à notre démarche. Ici. Là, c'est bon. Allez-y, mais on règle, pas plus près. D'accord, je vous laisse régler. Donc la pépinière familiale a été créée après la guerre de 1870 par un ancêtre qui venait de l'Aude et donc qui faisait partie d'une famille nombreuse, et comme à l'époque tout le monde se dispersait, que ce soit les Basques, les Béarnais, les Landais, les Audois, donc il y a eu beaucoup de mouvements en fin 19e siècle et début 20e. Et cet ancêtre s'était fixé donc à Bayonne. Il savait greffer la vigne, des arbres fruitiers. Il a essayé de faire ça au nord de Bayonne, mais comme nous sommes au bord de l'Adour, il faisait trop humide. Donc il est devenu pépiniériste généraliste. Il faisait aussi beaucoup de jardins, beaucoup de légumes, de plants de légumes en particulier. Vous savez que maintenant c'est redevenu très à la mode. Chacun fait son potager. On n'a pas encore de jardin potager autour de l'église de Sainte-Croix. Peut-être que ça viendra un jour. Il faudra sécuriser. Voilà. Alors, au-delà de cette petite particularité de la famille Maillot et de sa pépinière, je suis ici pour que nous puissions réfléchir au devenir des espaces verts périurbains dans ce que le pape François appelle les périphéries, puisque pour nous c'est pas un terme de sociologie ou de géographie, mais c'est quelque chose que nous vivons, puisque nous avons peut-être parfois, en contemplant la nature, la tête dans les étoiles, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Et pour nous, c'est une histoire de terre. Et partant de là, de défense de la terre. Alors, par rapport à l'encyclique Laudato Si, certains scientifiques critiquent Laudato Si parce qu'ils trouvent que ça plane un petit peu et que ça n'est pas suffisamment scientifique. Alors, je crois que justement la démarche chrétienne, ça va être d'allier les deux et d'allier alors là on ne va pas dire le rêve, mais le salut et la résurrection à quelque chose de très terre à terre. Alors, dans la famille, nous échangeons parfois sur ce thème parce que nous avons un fils, mon mari et moi, nous avons un fils qui a étudié l'écologie à Moscou. Son école d'ingénieur à Lyon l'avait envoyé à Moscou étudier l'écologie avec 3 autres camarades
Donc l'écologie, c'est une science, mais il faut aussi de la conscience. Vous connaissez le vieil adage des Grecs. Et donc ça demande un engagement total et parfois un engagement aussi patrimonial, financier et un projet de vie. Donc c'est ce que nous vivons un petit peu dans la pépinière, outre le travail qui permet de faire le chiffre d'affaires. Nous avons des salariés, donc il faut être bien, peut-être pas scientifique, mais bien pratique. Il faut aussi se dire que nous faisons cela pas uniquement pour gagner notre pain, mais dans une démarche respectueuse de la planète. Et là, nous retrouvons Laudato Si. Alors, pour garder une exploitation agricole en ville, puisque nous sommes rejoints par la ville, et qu'il y a parfois des tremblements de terre, c'est comme la tectonique des plaques. La ville avance, et il y a choc avec les espaces naturels, avec les exploitations agricoles qui sont situées. Et on a toujours été, comment dirais-je, on a l'impression de parfois comme le funambule sur son fil, vous voyez, sur l'arête, sur une crête montagneuse, bordée de précipices. C'est un véritable combat dont il s'agit pour garder les terres en milieu urbain. L'endroit, nous avons depuis 1992 veillé à le protéger. Donc, vous voyez, 1992, c'est quand même très ancien. Les premiers courriers au ministère de l'écologie. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas ainsi, vous le savez, c'est un ministère qui a changé beaucoup d'appellations. C'est le premier ministère auquel on rogne les attributions, puisqu'une ministre a récemment démissionné parce qu'on venait de lui supprimer des moyens. Et il faut savoir aussi qu'au ministère de l'écologie, vous comptez beaucoup d'agents qui sont très militants, qui sont vraiment écologistes dans l'âme, mais que beaucoup de ces agents sont des vacataires. C'est-à-dire que s'ils s'engagent trop, on supprime leur ligne budgétaire. Au revoir et merci. Allez donc militer ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours. On parle toujours des fonctionnaires, des gens qui ont du pouvoir dans les ministères, mais ce sont des ministères fragiles. Mais bon, 1992, différentes étapes. Il faut quand même toujours se dire que pour qu'un exploitant agricole puisse faire entendre sa voix, il ne faut pas qu'il soit en difficulté financière. Parce que dès le moment où il est en difficulté financière, c'est fichu. Donc là, on a veillé à rester en bonne santé financière. Donc ça demande un engagement de tous les jours. Et ce qui fait que je n'ai jamais le temps de participer aux soirées organisées au niveau paroissial. Mais on a réussi, je vais vous dire comment, on a réussi en 2008 à obtenir un classement au titre des sites, parce que l'endroit est très beau, très sauvage, il y a une tourbière. Ce sont des endroits qui ne sont pas tellement visibles de la ville, d'ailleurs. Il faut rentrer chez nous pour se rendre compte. Et donc les clients, bien sûr, connaissent un petit peu l'endroit. Et donc nous avons obtenu un classement selon la loi de 1930. Ici, d'ailleurs, Bugloz est un site classé. On voit le logo sur le panneau. Et nous aussi, nous disposons de cette protection qui est la plus forte en France. C'est bien plus fort que Natura 2000. Alors, ce classement, comment a-t-il pu arriver? Eh bien... Le masque remonte, enlevez le masque. D'accord. Et gardez bien à distance. Très bien. Ainsi. Vous le rapprochez au fil et on n'entend plus. Laissez-le bien comme ça. Comme ça, à cette distance. Sinon, C'est bon? Voilà. Donc, en 2008... sachant que notre dossier avait mis plusieurs années avant d'arriver à Paris, parce que vous le savez, il y a des étapes préfectorales de région, interrégionales, et puis après, il faut que ce soit signé à Paris. Donc, on a eu la chance de bénéficier de la visite d'une inspectrice du Conseil général des ponts et chaussées, qui s'appelle maintenant Conseil général du développement durable. Cette dame, Catherine Bersani, était une ancienne directrice de politique de la ville au ministère de l'équipement, et elle a fait un dossier très sérieux sur notre affaire. Nous avons eu un très bon accompagnement de l'inspectrice régionale aussi,
Et enfin, nous avons pu bénéficier à 15 jours près, avant qu'elle soit évincée de son poste, de la signature par la secrétaire d'État Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était dans une démarche très sincère par rapport à nous. Et donc, 15 jours avant de quitter son poste, elle a signé l'arrêté ministériel de classement du site. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait dans une fenêtre de 1 mois. Si nous n'avions pas bénéficié de son appui, je pense qu'on ne serait toujours pas classé et qu'il y aurait des immeubles en béton à la place de notre site. Voilà, donc ce site fait à peu près 8 hectares. Vous m'entendez ? Oui. Bon. Fait 8 hectares, donc nous sommes à l'entrée d'une zone protégée qui s'appelle Espace naturel sensible de Habas, que les voisins connaissent. Et il s'agit en fait de zones privées, ce ne sont pas des endroits publics, ce qui fait que c'est resté longtemps préservé. Des moments où vous faites rentrer du public, où vous avez des routes, ou des choses comme ça, il devient beaucoup plus difficile de protéger ce type d'endroit. Donc c'est à la fois une protection pour le site physique et aussi une protection pour notre activité, puisque la façon très traditionnelle que nous avons de produire nos végétaux a été reconnue aussi par le ministère. Donc nous veillons à continuer tout cela en dépit de tout, en dépit du coronavirus, en dépit des difficultés du temps, qu'elles soient climatiques ou économiques. Alors, j'avais fait un petit plan, je crois que vous l'avez eu dans votre dossier. Voilà, j'ai parlé de manière un petit peu décousue. Alors, je vais essayer de faire très rapidement, puisque je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'un espace vert ? Alors, il y a des milliers de types d'espaces verts. Le premier espace vert qu'on appréhende, c'est celui qu'on voit dans le paysage, bien sûr. Il y a aussi une façon de voir dans les bureaux d'urbanisme. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Et un espace vert, ça peut être à la fois donc une grande forêt, un endroit très sauvage, et ça peut être aussi une jardinière sur un balcon. Hein, on sait désormais tous que si on plante un pot de romarin sur son balcon, on va attirer des abeilles, on va en profiter pour aromatiser un plat, et que ça va être beau aussi. Donc, une plante très humble va parfois avoir une utilité bien au-delà d'elle-même. Mais avec aussi toujours derrière la tête le danger de la communication, on va dire, de la communication institutionnelle, c'est-à-dire que nous avons connu ça à l'époque de l'implantation d'une usine sur une de nos terres, un discours disant que, bien sûr, ça allait supprimer un champ, mais on avait dit, après tout, c'était pollué, puisque les agriculteurs sont des pollueurs, et puis c'était au bord d'une route, c'était une espèce de délice urbain. On a vu beaucoup de choses comme ça, et le danger, c'est qu'on vous dit, bon, bien sûr, on va démolir 5 hectares de bois, on va sortir des cultures de plantes, mais on va installer sur l'usine des grands réseaux verts, des jardinières, pour maintenir la trame verte et bleue. Vous voyez ? Donc, il faut faire toujours très attention aux discours, qui sont toujours séduisants et qui servent souvent à justifier des pratiques honteuses. Donc, agriculture extensive, oui, parce que dans notre... C'est toujours bon, comme je dis ? Non ? Plus loin ? Voilà, bon, comme ça. Voilà. J'ai l'impression de rien dire, c'est pour ça que j'ai peur. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon. Alors, après, donc, définition technique, définition politique, hein, il va faire toujours attention aux interprétations par les communicants. Après, j'ai parlé des appropriations. Alors, les appropriations, c'est un terme un petit peu mode, un petit peu sociologique, qu'on peut traduire par la foire d'empoigne, hein, pour les terrains, pour les espaces verts. Vous voyez à peu près ce que je veux dire par là, puisqu'un espace vert, c'est vu comme un terrain souvent inutile, ou un terrain possédé par 2 ou 3 égoïstes qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas qu'on construise pour accueillir du monde. Et donc, il peut y avoir un antagonisme, effectivement, entre le privé et le public. Et cet antagonisme est soigneusement attisé par les urbanistes qui cherchent à réaliser de l'habitat. Donc, il faut être toujours très conscient de ces choses-là, très conscient, et se dire que, par exemple... Comme ça. D'accord.
certaine distance, sinon c'est pas bon. Comme ça? Parlez fort. Comme ça. Parlez fort, comme s'il n'y avait pas de micro. Parlez Très fort. bien, d'accord. Donc, alors j'ai mis du privé à l'associatif parce qu'effectivement, on assiste désormais à des politiques urbaines qui se répètent du village à la grande ville. La collectivité publique préempte des terrains mis en vente par des privés, par exemple, ou lors de successions. Et donc, la grande mode, c'est d'attribuer ces terrains, après découpage, d'attribuer à des associations. Parce qu'une association, ça peut compter jusqu'à 300 ou 400 membres. Donc, on confie un morceau de terrain à une association, on lui fait une mise à disposition de quelques années, ou de quelques mois, peu importe. Et puis, cette mise à disposition permet donc de faire ce qui est à la mode actuellement, de la permaculture, sur couche de feuilles, de faire un petit peu d'agroforesterie. Mais il faut savoir que ce sont des mises à disposition temporaires. Donc, à tout moment, l'association qui est subventionnée, donc qui est quand même dépendante du bon vouloir de celui qui veut attribuer le terrain, peut se voir dire, eh bien, il faut maintenant changer d'endroit, on va déclasser les terrains et les remettre à l'urbanisme, et donc on va vous attribuer d'autres terrains un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, en fait, quand le collectif se mêle d'agriculture, ça n'est pas toujours très durable. Voilà. Donc, il faut avoir toujours ça en vue et se méfier parce que réellement, les agences de communication qui travaillent pour les gouvernants sont orfèvres en l'art de vraiment faire prendre des vessies pour les lanternes. Voilà. Alors, sanctuariser les espaces verts, remettre la nature en ville. En fait, remettre la nature en ville, c'est une chose. Sanctuariser les espaces verts un peu sauvages, c'est une autre. Alors, remettre la nature en ville, je pense que M. l'abbé Garat a connaissance du mouvement associatif qui s'est levé au quartier Saint-Esprit, puisqu'il va y avoir l'urbanisation de grandes propriétés ex-diocésaines. Et là, j'ai travaillé un petit peu avec une association qui voulait garder de l'espace vert. Donc, comment faire pour garder un espace vert? Si l'on en écoute les promoteurs et les aménageurs, il suffit de mettre des jardinières en béton, de par exemple 2 ou 3 mètres carrés. On dit aux gens, vous allez faire un potager là. On met 2 autres arbres dans 2 autres grosses jardinières et on bétonne tout le reste. Bon. Or, eux ont décidé d'exiger un jardin de pleine terre. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y aura de la terre vivante et non pas des bacs avec de la terre artificielle. Voilà. Et ce qui permet de garder des zones bien plus riches en biodiversité, qu'elles servent à du potager ou à du décor. Donc ça, c'est intéressant. C'est une démarche, c'est la bonne démarche. Il faut garder des vrais jardins en ville et non pas des jardinières ou des petits réseaux. Et après, donc, maintenir les espaces verts en ville, c'est quelque chose qui est primordial aussi. Et alors, il faut faire attention, quand on dit sanctuariser, il ne s'agit pas de, vous savez, de faire de la... je sais pas, une fausse religion, hein, de diviniser la nature, mais tout de même, il faut protéger du mieux qu'on peut. Alors donc, je vous ai parlé tout à l'heure du classement de la pépinière au titre des sites. Donc, c'est une loi qui date de 1930. C'est la même chose que pour les monuments historiques. Monuments historiques ou sites, c'est pareil. Sauf que, vous l'avez vu maintenant, les monuments historiques n'ont plus de périmètre de protection. Tout ça a sauté avec la loi de 2015. Donc, on peut construire n'importe quoi au ras d'un monument historique. Et ne parlons des sites, puisque on a pris, nous, 2 usines en lisière de notre site classé. Voilà. Alors, il faut, en fait, être toujours vigilant. Il ne s'agit pas de se dire tout va bien, on est protégé. Il faut être vigilant et être toujours en contact avec les décideurs de l'urbanisme, ce qui est très complexe parce que souvent, les décideurs peuvent être amenés à mentir ou à vous raconter des histoires. Dans le nord de Bayonne, là, dans le quartier Saint-Étienne, nous avons une des plus grandes concentrations du département en matière d'espaces protégés. Donc, outre le site des pépinières, vous avez aussi un espace naturel sensible qui est donc majoritairement privé, sauf une petite partie qui est municipale et départementale. Et cet espace naturel sensible bénéficie d'une charte, la charte des EENS. Tout ça avait été bien
renforcée lors du vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale, du vote pour la loi montagne et la loi littorale, il y a déjà longtemps. Tout le monde avait voté unanimement pour cette loi. Il faut savoir que maintenant, depuis quelques années, que ce soit à gauche ou à droite, et au Sénat ou à l'Assemblée nationale, de nombreuses voix de députés s'élèvent contre la loi montagne et la loi littorale, puisqu'elles sont censées brider l'urbanisation et empêcher à outrance l'urbanisation. Avec toujours de très bons arguments, il faut loger du monde, il faut faire de la place, il faut tout concilier, on gardera de l'espace vert, enfin, bon, voilà, donc il faut faire attention. Et en particulier, nous avons été amenés, dans le cadre de la défense de notre site, puisqu'on a, en plus du site, on a des terrains où nous cultivons des arbustes et des arbres. Donc pour conserver l'exploitation, il faut non seulement le site, mais aussi des champs alentours. Là, le bas blesse beaucoup, parce que ces champs, nous en louons une partie, et vous pensez bien que les propriétaires aimeraient bien nous voir décamper pour vendre ces terrains. Donc, espace naturel sensible, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est les arrêtés, les textes et les plans. Si vous avez l'un et pas l'autre, vous ne pourrez jamais vous faire entendre. Les plans sont un secret très bien gardé. Si vous demandez au préfet ou au maire, vous n'aurez jamais les plans. Donc, on a pu les avoir par le biais associatif. Et là, on s'est aperçu que des morceaux conséquents et bien placés en bord de route de cet espace naturel sensible qui est inconstructible, interdiction de construire, ont été zonés en espace constructible. Et il faut être prudent aussi pour ceux qui ont des bois autour de chez eux et qui sont désireux de conserver les bois. Faire très attention parce que quand vous avez des bois zonés, espaces boisés classés au niveau du PLU, il faut toujours vérifier qu'il y ait concordance avec le cadastre, avec les plans du cadastre. Ce sont eux qui font autorité. Donc, vous voyez, il faut être toujours dans un souci d'enquête perpétuelle pour voir ce qui se passe réellement. Est-ce que le temps est arrivé? Non, pas encore. Pas encore? On a encore 4 minutes exactement. Voilà. Donc, écoutez, j'ai parlé un petit peu de tout ce que je voulais vous dire. La suite de tout cela, parce que protéger c'est bien, on protège, une personne s'engage à telle génération, bénéficie donc, comme je vous l'ai dit, de circonstances favorables, mais ça ne se représente pas tout le temps, ce genre de contexte. Et là, en fait, il faut aussi que la génération suivante, que la jeune génération, qui n'est pas toujours très nombreuse dans nos églises, suive ce type de démarche. Et donc, nous avons été heureux dans la famille de voir qu'il y a quand même une adhésion des enfants à cette démarche, qui est très Laudato Si, puisque nous faisons du Laudato Si sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose depuis un certain temps. Voilà. Donc, nous sommes heureux d'avoir des perspectives relativement encourageantes. Après, les conditions climatiques, les crises sanitaires et autres diront ce que nous pouvons faire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et partons pour les cas d'habitude. Donc nous vous proposons de prendre